J'étais en treillis dans un bureau. C'était pendant la deuxième guerre du Golfe, il me semble. Tout ça en français et en treillis. J'avais même le béret, attention. Ouais. Et en fait, là, grosse suspicion, en fait, parce que tout le monde était persuadé que j'étais au courant. En 2017, moi, j'ai eu 50 ans. Et en France, on a été 200 à être licenciés. Et je suis parti dans tous les sens, quoi. Le déclic, ça a vraiment été la première réunion que je suis allé avec les shifters, en fait, Shift Project. Il y avait Jean Covici qui a parlé. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Xavier, comment tu vas ? Salut Mathieu, impeccable. Hein. Je suis dans le sud de la France, à Carcassonne, là, dans la ville où je suis né. J'ai passé une partie de mon enfance jusqu'à 17 ans. Donc tout va bien, un petit peu enrhumé, mais ça va. Tu télétravailles du coup ? Ouais, je télétravaille cette semaine. Ok. Déjà eu des réunions ce matin, mais je suis dans une maison sympa, maison familiale, donc assez paisible, je suis tout seul, assez tranquille. Trop bien. Bon Xavier, super. Donc je suis très content de t'avoir sur Tronche de Tech aujourd'hui. Épisode un peu particulier puisque on enregistre à l'occasion du Podcaston. Podcaston qui est une initiative, en fait c'est un regroupement de podcasts qui font tous, si tu veux, en même temps, sur la même semaine, là, donc c'est du 23 mars au 30, je crois, un truc comme ça. Un épisode particulier avec une association ou une ONG. Et donc, c'est pour ça qu'on discute ensemble, puisque toi, tu travailles dans une boîte qui s'appelle 2 tonnes. Donc moi, je t'ai découvert parce qu'en fait, pour tout te dire, c'est ma femme qui travaille dans une boîte qui s'appelle EcoAct. Donc, tu dois connaître, j'imagine, qui est une boîte du coup dans tout ce qui est environnement, politique RSE, etc. Et en fait, elle me dit, on connaît beaucoup, tu vois, la fresque du climat. Qui est un sujet que beaucoup de boîtes abordent. En fait, c'est des ateliers pour comprendre un petit peu les enjeux climatiques, les impacts, tout ça. Et elle m'a dit, en fait, il y a une boîte qui fait un truc trop cool qui s'appelle 2 tonnes, qui est peut-être un peu moins connue, mais ça vaudrait le coup que tu ailles voir. Et donc, du coup, c'est comme ça que je t'ai contacté et qu'on discute aujourd'hui ensemble. Donc, on va parler de toi pendant cet épisode. Mais avant qu'on commence, du coup, est-ce que tu peux nous parler de 2 tonnes, ce que vous faites ? Ouais. Alors déjà, 2 tonnes, ça s'écrit 2, le chiffre 2, et puis tonnes, TO2NES. Parce que souvent, quand on présente ça, notamment en septembre, octobre, novembre, tout le monde pense que c'est un atelier d'automne. Et donc, on me parle d'automne, t'es là, et bientôt, ce sera l'hiver. Non, c'est 2 tonnes. Okay. Pourquoi 2 tonnes ? En fait, 2 tonnes, c'est 2 tonnes équivalent CO2. C'est l'objectif mondial qu'il faudrait atteindre par personne en termes d'émissions. Si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés dans le monde. Ces 2 degrés, c'est ce qui a été 1,5 degré et limité à 2 degrés, c'est ce qui a été acté lors des accords de Paris en 2015. Yes. Et en fait, il se trouve que François Laugier, qui est le cofondateur de 2 tonnes et l'inventeur du jeu, a cofondé avec Pierre-Alix Laurette ce magnifique atelier, enfin cette entreprise 2 tonnes et cette association de 2 tonnes, dont le but est déjà de faire un bilan carbone individuel. Donc avant l'atelier, on remplit un questionnaire et on arrive à l'atelier en sachant quelle est son empreinte individuelle. Donc ça c'est intéressant parce que c'est pas un exercice qu'on va faire tous les jours. Et donc on rentre dans le jeu là en 2024 et on en ressort une heure et demie après en 2050. Avec entre-temps chaque personne a dû faire des choix individuels et des choix collectifs sur des actions, sur des thématiques alimentation, transport, logement, mode de vie. Et donc à chaque fois qu'on va choisir des actions, on va les rentrer dans un logiciel, une plateforme qui s'appelle 2 tonnes et qui va
en temps réel, vous donnez la baisse d'empreinte carbone associée aux actions que vous prendriez à ce moment-là. Donc, quand c'est individuel, c'est assez sympa. Je réduis ma consommation de viande, je réduis mon temps de transport. Et après, on fait du collectif aussi, c'est-à-dire on va dire aux participants, vous êtes le gouvernement français, vous avez des lois à voter, vous avez un budget limité, débattez, essayez de trouver la meilleure possibilité. Et donc, au fur et à mesure, en fait, les participants essaient de se prendre un petit peu, ils se prennent pas mal au jeu sur tout ce qui est choix collectif. Il y a des débats des fois assez assez douloureux là-dessus. Et au fur et à mesure, on voit effectivement la courbe d'empreinte carbone qui diminue et qui essaie d'atteindre les 2 tonnes en 2050. Beaucoup d'intelligence collective en fait dans ce jeu. Ok. Et c'est Il faut vraiment, voter du coup pour valider, c'est ça? en fait, c'est une plateforme dans laquelle il y a un animateur qui récolte en fait les actions des participants, donc qui sont numérotées, et donc soit l'animateur en direct et rentre dans le jeu, soit c'est un co-animateur qui est là, ce qu'on appelle un comptable carbone, ou alors si c'est en distanciel, c'est chaque participant qui, depuis sa connexion, en fait, va rentrer les actions qu'il a choisies dans le jeu. Il les Mais enregistre. comment on se met d'accord sur les actions collectives? Ah là, en fait, il y a plusieurs tours. Et selon les tours, il y a le premier tour, c'est par exemple Conseil des ministres. Donc on va chercher des ministres. On va présenter des actions qui sont un peu sous forme de loi. Et puis, il y a un débat, normalement démocratique. Bon, ça c'est un exemple, en fait. Mais il y a différents types, en fait, de façon de prendre des actions. Ok, mais ça veut dire quoi sur, tu vois, sur cet exemple du débat démocratique, comment les participants à la fin décident la loi qui est votée? C'est un vote à la majorité? Oui, ils ont un budget déjà, donc ils peuvent pas tout prendre. Ah oui, d'accord. Okay. Donc sur les 4 actions qu'on va leur proposer, par exemple, ils peuvent en prendre que 3. Donc ils vont effectivement débattre entre eux et puis ils vont trouver un consensus. Voilà. Bon, souvent c'est quand même assez évident, parce que les actions sont quand même assez évidentes à prendre. Donc voilà, donc Okay. ça se passe en général bien, et surtout on voit effectivement que l'intelligence collective en fait agit beaucoup en fait dans ce jeu. Et il y a beaucoup de cartes aussi, de cartes d'influence. C'est-à-dire, on va inciter les participants à faire une fresque du climat, à devenir animateurs d'automne, à en parler autour d'eux. Et en fait, dans le moteur de jeu, ces prises d'action en fait ont aussi une importance sur la baisse moyenne de l'empreinte carbone, parce qu'on considère nous que en parler autour de soi, sensibiliser, ça a aussi en fait des actions majeures sur la dynamique sociale. Et sur ce qu'on appelle le point de bascule, c'est-à-dire à un moment, il suffira qu'il y ait un pourcentage de la population qui soit persuadé qu'une transition est possible, et il y aura ce point de bascule qui va se mettre en route. Ok, trop bien. Et un truc que tu disais pas, tu disais la cible c'est 2 tonnes, mais du coup en moyenne on part tu vois, en citoyen français, on part de où du coup quand on arrive à l'atelier? En fait, déjà, la moyenne française, c'est à peu près de 10 tonnes de 10 tonnes de CO2 équivalent par personne. Donc, quand on a un public, on va dire, qui n'est pas encore trop sensibilisé, on a cette moyenne-là. Il arrive qu'on démarre des ateliers avec 4-5 tonnes déjà Ah ouais, ok. en tant que participant. Donc, c'est déjà assez bas. Mais quand on part effectivement de 8, 9, 10 tonnes, on s'aperçoit rapidement que des actions individuelles et collectives font baisser assez rapidement l'empreinte carbone. C'est rare d'atteindre les 2 tonnes en 2050. Je pense que c'était une question que tu voulais me poser. C'est assez rare. Mais en fait, on s'approche quand même souvent des 4 tonnes, des 3 tonnes. Donc, il y a vraiment, en fait, à la sortie de cet atelier, un enthousiasme, en fait, pas débordant, mais en tout cas, les personnes ont pris conscience, en fait, que la transition, en fait, était nécessaire, qu'elle était possible, et surtout qu'elle était souhaitable.
Ouais. Donc ils partent avec dans l'idée que voilà, ils peuvent faire quelque chose. C'est pas qu'à leur niveau, eux, ils peuvent en tant qu'individus faire des actions. On leur a montré un jeu, mais ils savent aussi que les collectivités doivent faire quelque chose, que les entreprises aussi doivent bouger, que les politiques aussi doivent bouger, parce qu'à chaque fois, ils ont pris des rôles différents et qu'à chaque fois qu'ils ont pris des décisions, ça a quand même influencé l'empreinte carbone nationale dans le bon sens. Yes, ok. Ouais, ok, c'est intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai toujours pas fait la fresque du climat, même honte à moi, tu vois. Mais le retour que j'avais, c'est que typiquement la fresque du climat, tu ressors de là un petit peu bouleversé souvent, tu vois, un petit peu waouh, l'ampleur de la tâche qui est devant nous. Et du coup, c'est en ça que ma femme me disait que 2 tonnes est vachement bien comme en complémentarité parce que du coup, c'est là où tu vois ce que tu peux faire. Ça te donne un petit peu des solutions, des leviers d'action. Et donc, c'est plus, les deux sont hyper intéressants, tu vois, mais il y a un petit côté plus enthousiasmant. Ok, il y a des solutions que la fresque du climat. Qui, moi, j'ai vu des gens ressortir de la fresque du climat parce que j'ai entendu des gens un petit peu, tu vois, en mode, mais on est foutu, quoi, tu vois, un peu comme ça, quoi. Effectivement, la fresque du climat, c'est l'électrochoc, mais qui est nécessaire. Et François Laugier et Pierre Alix aussi, et Laurel, les cofondateurs, sont des fresqueurs. Moi, j'ai été formé à l'animation de la fresque du climat par François Laugier avant même de savoir ce qu'il faisait sur 2 tonnes. On en parlera. Ok, ouais. Et en fait, oui, c'est vrai que la fresque, on ressort de là, wow, c'est dur, quoi. Et 2 tonnes, ça va souvent dans le prolongement. Il y a des entreprises qui font, par exemple, le matin une fresque, l'après-midi 2 tonnes. En fait, une fois qu'ils ont une idée globale de l'impact de l'être humain sur le réchauffement climatique et même sur les autres aussi, il n'y a pas que le réchauffement climatique, mais il y a tous les autres enjeux aussi, Ouais. écologiques. Effectivement, la 2 tonnes leur montre qu'on peut agir en fait, et que c'est pas non plus s'enfermer dans une pièce et arrêter de tout faire. On peut continuer à vivre heureux, à faire des projets, mais quand même en allant dans le bon sens, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, et du coup, pour embrayer un peu sur ce que tu disais, pourquoi un petit peu tu t'engages là-dedans? Parce que finalement, bon, dans la tech, on a quand même pas mal d'opportunités. Toi, tu choisis ce projet-là par conviction déjà ou par opportunité? Voilà, comment tu arrives chez 2 tonnes? Alors, moi, jusqu'en 2017, déjà, je l'ai pas dit, mais j'ai 56 ans. Ok. Donc moi, j'ai commencé, en fait, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en 1990. Donc ça commence à perdre, ça fait plus de 30 ans, effectivement, 32 ans, 33 ans d'activité, toujours dans la tech. Et jusqu'en 2017, en fait, moi, je me posais pas trop de questions. Je travaillais sur des projets informatiques qui me plaisaient. Et, voilà, je gagnais bien ma vie. C'était cool. Et il s'est trouvé qu'en 2017, il y a eu un déclic un peu forcé, c'est que l'entreprise dans laquelle j'étais a fermé l'entité dans laquelle je travaillais. En France, on a été 200 à être licenciés. Et en 2017, moi, j'ai eu 50 ans. Et j'ai eu envie de me poser un peu, et j'ai eu la possibilité de le faire aussi financièrement, de me poser et d'essayer de voir qu'est-ce que j'avais envie de faire, de m'intéresser à tout ça. Et donc, de fil en aiguille, j'ai rencontré le Shift, je suis allé dans les ateliers du Shift. Le Shift Project, c'est... je sais que Jean Covici, il est lié à ça, mais il fait partie, effectivement, il est dans le Shift Project. Donc, j'ai regardé énormément de vidéos de Jean Covici. J'ai fait une première fresque, c'était la fresque du numérique, en fait, à tous ses débuts. Puis j'ai fait la formation à la fresque du climat, donc j'ai commencé à m'intéresser à tous ces sujets, 2017, 2018, 2019. Et en fait, en 2019, j'ai la rencontre avec François Laugier, qui parle, en fait, pendant la formation à la fresque du climat, de son atelier, en fait, qui s'appelait pas 2 tonnes à l'époque, qui s'appelait Comment agir pour le climat, et qui propose en janvier 2020 une première session, en fait. Il faut dire que François avait carrément développé tout le jeu dans un fichier Excel.
Donc tout ce qu'on a refait derrière après en web, lui, il avait fait en fait dans dans un fichier Excel avec les formules de calcul, les rentrer les choix des personnes et tout ça. Donc c'était assez fou ce qu'il avait réussi à faire. Et donc moi j'assiste à cet atelier que je trouve super intéressant aussi. Je commence à m'intéresser de plus en plus à ce sujet-là. Et de fil en aiguille, en fait, il s'est passé un mois et après il y a eu Data for Good, qui est aussi une association qui propose en fait des projets à des personnes qui vont travailler sur ces projets en mode bénévole pour faire de ce qu'on appelle la Tech for Good, c'est-à-dire faire avancer ces projets. Donc ça dure 3 mois et à la fin il y a un jury qui va choisir, en fait, qui va donner des notes, on va dire, à des projets. Et il s'est trouvé que moi, je suis arrivé, en fait, là-dedans au début du projet, donc c'était en mars 2020. Et François nous a représenté son projet. Et puis, du coup, on est parti là-dessus, sur cette aventure. Mais moi, donc, pour résumer, ça a vraiment commencé à partir de 2017. J'ai commencé vraiment à shifter. Mais tu as un déclic, qu'est-ce qui te pousse parce que tu me dis, je suis allé me documenter, qu'est-ce qui te pousse à creuser ce sujet-là? Je pense que c'est le temps, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu du temps. Jusqu'à présent, jusque-là, j'avais pas vraiment de temps. J'avais une vie, on va dire, normale. 2 enfants, maintenant qui sont grands. Je suis marié, donc voilà, on préparait les voyages, on avait une vie de famille et voilà, et je me posais pas trop de questions, quoi. Et là, le fait d'avoir arrêté en fait mon activité, de me dire tiens, je vais me mettre à mon compte, mais avant j'ai du temps, donc je vais pouvoir me former, je vais pouvoir faire des trucs à droite à gauche. Donc je suis parti dans tous les sens, quoi. Et justement, je pense que le déclic, ça a vraiment été la première réunion que je suis allé avec les shifters, en fait, Shift Project, où il y avait Jean Kovici qui a parlé de fil en aiguille, voilà, fresque du climat. C'est vraiment ça le début, ouais, c'est les chiffres, les vidéos, puis la curiosité derrière, quoi. Ok, non mais intéressant. Ok, et bah écoute, très cool. Faites des fresques du climat, faites des ateliers d'automne chez vous. Ça peut être que cool. Du coup, je me rends compte là, on est parti, mais j'ai même pas posé ma question rituelle du début, qui est de te présenter en 3 phrases, Xavier. Ah oui, d'accord. Bon, allez, on fait un truc dans le mauvais ordre. On coupe tout, on recommence. Non. Donc, 3 phrases. Alors, pareil, j'ai entendu dans tes podcasts précédents qu'on pouvait mettre beaucoup de virgules, hein, donc exactement. Donc ça va. Donc moi, je suis Xavier Arquès. J'ai 56 ans. Je suis responsable en fait développement logiciel chez Deuton, donc qui est une entreprise et une association qui propose en fait un atelier en ligne, un serious game sur une plateforme web qui permet de comprendre en fait les enjeux du climat et aussi de tous les autres aspects liés au réchauffement climatique, et de pouvoir en fait pendant un atelier de 3 heures voyager jusqu'en 2050 et s'apercevoir qu'on peut faire une transition en douceur. Voilà, donc moi je travaille dans cette entreprise depuis 4 ans, depuis début 2020, et j'ai passé 17 ans dans la télévision, dans le monde de la télévision numérique. J'ai commencé ma carrière chez Canal+, une filiale de Canal+ qui s'appelait Canal+ Technologies, et j'ai passé plus de 15 ans effectivement à développer des logiciels embarqués pour les décodeurs, la télévision numérique, et tout ça c'était en langage Java. Ok. Ok. On va y revenir de toute façon de ça, je pense, dans les questions. Xavier, ma première question, plus ma première question, mais disons que ma question d'après, c'est comment toi t'es arrivé dans le monde de la tech? Alors, j'étais encore à Carcassonne, j'étais étudiant, je sais plus si j'étais fin du collège ou début du lycée, et mon père en fait qui est prof d'histoire géo et des français, donc qui pas du tout dans les maths et tout ça, dans les matières scientifiques. Il voyait que je m'intéressais à pas mal de trucs, et je me demande même si on n'avait pas déjà un Minitel à la maison. Ok. C'était un peu le début aussi, et du coup je tapotais, j'essayais de faire des trucs avec, mais bon, ça
on n'arrivait pas à faire grand chose en fait soi-même sur un Minitel. Et donc il m'a dit il faut que tu fasses autre chose, il faut qu'on t'achète en fait un ordinateur. Et donc on est partis tous les deux en ville, on était dans un magasin et mon père m'a acheté un ordinateur qui s'appelle un ZX81. Ok. Avant le podcast là, j'ai recherché un petit peu. Donc c'était un ordinateur qui est sorti en 1981. C'est ça, en fait c'est un petit clavier qui contenait à l'intérieur en fait un processeur. Il n'y avait pas d'écran, donc il y avait une sortie télévision puis une sortie antenne, donc on le branchait directement sur la télé. Il y avait une carte graphique monochrome. Et d'après toi, combien il y avait de mémoire en fait sur cet ordinateur de base en 1981? Je sais pas, est-ce qu'on est en kilobits, un truc comme ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. La version de base était à 2 kilooctets Ah de ouais. mémoire. Et on pouvait augmenter jusqu'à 64 kilooctets. Je crois que c'est ce que j'ai fait le premier mois après Ok. l'achat parce que j'en pouvais plus. Et qu'est-ce que tu faisais avec? Tu connais déjà? Alors, justement, j'ai eu cet ordinateur, j'ai commencé à le brancher et j'avais un pote qui lui était fanat aussi d'informatique et lui il codait aussi avec sa calculatrice, il faisait des trucs. Il arrive à faire un programme pour éteindre sa calculatrice. J'étais là, ah bon? Mais tu sais qu'il y a l'interrupteur. Non, mais là c'était mieux, il le faisait en programmation. Et donc on a commencé en fait, bon c'était du basique à l'époque. Et premier logiciel que j'ai développé, c'est j'ai affiché en fait un carré à l'écran et l'objectif c'était de le faire rebondir sur l'écran. Ah ouais, Donc, ok. le faire aller en diagonale et puis faire la logique que quand il atteignait le côté gauche, donc l'axe des X en 0, il fallait qu'il parte dans l'autre sens et quand il arrivait en haut, qu'il redescende. Donc voilà, c'était un programme assez simple, mais quand même qui a mis en application ce que C'est j'avais pas si appris simple en quand même. mathématiques. Ouais. Et donc voilà, ça a été ça mon premier contact avec l'informatique et qui m'a jamais quitté depuis. Et est-ce que, attends, j'ai une question Vas-y. spécifique sur ce programme-là parce que moi, je suis un fan de la série The Office. Et il y a un Oui. épisode de The Office, tu vois, où ils regardent le truc rebondir et ils attendent que ça rebondisse dans le coin. Tu vois ce truc-là? J'ai En fait, ils disent, mais pas vu cet épisode. J'en ai vu un où il faisait un parcours parce qu'on a monté un projet à 2 temps, il s'appelait Parcours et du coup on a regardé cette vidéo des centaines de fois. Mais celui dont tu parles, je l'ai pas vu. elle est très drôle cette vidéo du parcours, je la vois très bien. Il finit dans une poubelle, bref. Non, en fait, ils voient, si tu veux, ils ont cette espèce d'économiseur d'écran. En fait, t'as le carré qui rebondit, et en fait, ils attendent que ça rebondisse dans le coin parce qu'ils disent, si ça rebondit dans le coin, c'est coincé dans le coin, tu vois, ad vitam aeternam. Donc ma question pour toi, c'est est-ce que t'avais un truc pour l'empêcher de rebondir dans le coin ou pas? Alors non, j'étais pas allé aussi loin. En tout cas, en 81, j'étais pas allé aussi loin. C'était vraiment la possibilité. J'avais peut-être rajouté une espèce de petite raquette en bas à un moment pour justement Ouais, d'accord. faire rattraper la balle. Mais c'était vraiment voilà, ce premier contact avec l'informatique qui pour moi était lié aussi aux mathématiques. C'est-à-dire j'avais une théorie mathématique sur voilà, on faisait des courbes et tout ça, et là je voyais que je pouvais mettre en application des concepts mathématiques. En fait, il y avait des fonctions. Ok, c'était on fait comment on fait pour faire avancer une balle en diagonale et comment on fait pour la faire changer de direction. Donc c'était ça. Et Trop bien. Ok. il y avait un autre truc sur cet ordinateur, c'est qu'en fait j'ai regardé une autre dans la conception, c'est qu'il y avait le support de sauvegarde pour les jeux, c'était un magnétophone en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de disquette avant. Ok. Il y avait un magnétophone, il y avait une sortie son et une entrée micro sur le ZX81. Et donc on branchait ça sur un magnétophone et quand on voulait en fait sauvegarder, on démarrait l'enregistrement. Ok. Et donc ça enregistrait sur une cassette audio Sur une cassette. le contenu, je sais pas sous quel format. Et donc après, on pouvait réinjecter le programme en fait dans l'ordinateur. C'était un truc de fou, quoi. Ah ouais, non, mais effectivement, intéressant ce truc-là, parce qu'évidemment, du coup, tu peux réécrire sur une cassette, tu peux réécrire, du coup, Ouais. c'est pas comme un CD que tu gravais à l'époque, là, il y en a que tu pouvais pas, ok. Ok, eh ben, écoute, très cool, Xavier. Est-ce que maintenant, tu peux me raconter une expérience un peu marquante de ta carrière? Alors, il y en a eu plusieurs sur l'ensemble des années, mais en fait,
à l'époque en fait où je travaillais pour la télévision numérique. Alors donc Canal+ Technologies, c'était une filiale de Canal+ qui a été revendue plusieurs fois et le dernier acquéreur c'était Cisco qui avait en fait monté une filiale qui s'appelait Cisco Vidéo Technologies France. Donc on était toujours dans la même continuité de développer des logiciels pour des opérateurs. Et là en fait en 2010, on a eu un contrat avec un opérateur portugais qui s'appelait NOS. Et pareil, l'objectif c'était de lui construire en fait à la fois la partie logiciel, donc tous les services en fait qui étaient embarqués dans le décodeur. C'était un décodeur avec disque dur, donc il y avait la notion de double tuner, enregistrement audio-vidéo, programmation, guide des programmes, en fait, toutes les fonctionnalités qui nous paraissent assez basiques aujourd'hui. Là, en fait, on est en 2010 et en fait, on avait à peu près un an en fait pour construire ça et on avait une équipe de designers en interne qui avait fait vraiment toute la partie interface graphique qui s'appelait Snowflake et l'idée c'était d'intégrer tout ça. En plus avec des équipes multisites. Donc on travaillait avec des équipes indiennes notamment. J'avoue que jusque-là, les collaborations avec les équipes indiennes c'était pas très bien passé dans d'autres projets. Et donc moi j'arrive là-dedans, je pars en Inde en fait pour former les équipes et une super entente en fait, on s'est tout de suite entendu bien. On a chacun vu l'intérêt qu'on pouvait s'apporter. On avait une équipe qui sortait des jeux vidéo côté Inde et qui a pris toute la partie graphique en fait avec des solutions qui étaient super innovantes à l'époque, qui nous permettaient d'avoir vraiment des rendus visuels super rapides. Donc moi je me suis pas mal investi dans ce projet et on a tenu les délais, c'est-à-dire qu'en janvier 2011, on a fait un lancement commercial sur ce décodeur et vraiment ça a été vraiment une super expérience en fait parce que c'était du multisite, il y avait trois équipes, il y avait des déplacements à l'étranger, il y avait des technos, c'était toujours du Java. C'était première pour moi organisation aussi en mode agile aussi qu'on mettait en place. Voilà, donc c'était vraiment super. Et puis c'est rare les projets informatiques qui tiennent les délais. C'est pas ça court pas les rues. Et comment du coup tu analyses le fait que ce projet-là il est réussi alors que la plupart du temps ça c'était compliqué? J'avoue que j'ai du mal à l'expliquer. Je pense que la qualité humaine, en fait, le contact humain et les relations humaines étaient super importantes. C'est-à-dire que moi, je m'entendais super bien avec les équipes. À la fois, moi, j'ai fait des déplacements en Inde pour former les équipes. Je m'intéressais à eux, pas que sur le plan professionnel. On discutait, en fait, on avait vraiment des relations intéressantes. Eux, ils avaient vraiment envie aussi de réussir ce projet. Et ils se sentaient valorisés, je pense aussi. Enfin, on traitait tous d'égal à égal, ce qui peut-être n'était pas le cas, je pense, dans d'autres projets avant. Enfin, voilà, c'était un peu mon analyse. Voilà. Après, on a eu vraiment des bonnes personnes en fait. Toujours pareil, quoi. J'ai toujours l'impression qu'il y a les bonnes personnes au bon moment quand ça réussit. Ouais, c'est sûr, mais c'est pas vrai. Des fois, les bonnes personnes, c'est une entente. C'est comme tu dis, le relationnel. En fait, il y a aussi une question de, tu sais, culturelle. Et je crois que je lisais un bouquin là qu'on m'avait conseillé justement sur le podcast qui s'appelle The Culture Map, où en fait, t'as des cultures où ça reste très pro et en fait, on rentre jamais dans le perso, et des cultures où en fait, pour établir une relation de confiance, tu as besoin que les gens ils établissent une relation qui va au-delà du pur professionnel. Là, ce que tu dis un petit peu, c'est que peut-être que ce qui a joué, c'est que toi, tu as établi une relation au-delà du pro avec cette équipe en Inde et que peut-être ça a aidé dans la confiance, j'en sais rien, ou dans la façon de fonctionner. Ouais, au-delà du pro, je sais pas, parce qu'effectivement, le but, c'est pas non plus d'être, de lier des liens d'amitié avec des personnes avec qui on travaille, mais effectivement, il y avait cette relation de confiance, en fait, je pense. Ouais, ok. Et ben, cool. Est-ce que il y a un bug particulièrement compliqué que tu es corrigé ou que tu as vu juste? Ouais, avant de répondre, par rapport à la question que tu m'as posée avant, parce que j'ai une autre anecdote aussi qui est assez intéressante, que j'aimerais bien partager, c'est qu'en 2000, alors je cite les années parce que ça permet de se resituer un petit peu dans le temps, mais
En 2016, donc Cisco donc avait racheté l'entreprise dans laquelle je travaille, et en fait depuis quelques années, Cisco était bien impliqué dans OpenStack. Donc ils avaient créé en fait un système de cloud qui était basé sur OpenStack. Et donc nous on était en train de développer tous nos projets en fait sur cette infrastructure. Et la même année, donc 2016, moi je commence à m'intéresser à AWS. J'ai un collègue en juin qui vient me voir et me dit ouais c'est super, je suis allé sur Cloud Guru, c'est une plateforme de formation, j'ai suivi des formations et je vais passer la certification architecte solution AWS, c'est génial. Okay. J'ai dit ah bon c'est quoi tout ça, donc je commence à regarder, c'était en août-septembre 2016. Et pareil, je me prends au jeu, je m'inscris sur la plateforme, je suis les formations, et en octobre 2016, bim, je passe ma certification AWS. J'étais super content. Et le mi-décembre 2016, annonce de Cisco, on arrête OpenStack. On arrête OpenStack en mars 2017, donc il y avait 3 mois, quoi. Et le projet sur lequel on était passe sur AWS. Et en fait, là, tout le monde m'a grosse suspicion en fait parce que tout le monde était persuadé que j'étais au courant et que j'avais anticipé, je m'étais formé, tout ça, j'ai passé ma certif parce que je savais. J'étais dans les petits souliers de je sais pas qui. Et donc ça a été assez mal vécu, je sais pas trop, mais parce qu'après on a justement on a pu faire des formations en interne. Moi j'ai essayé de donner des conseils un peu à tout le monde, et puis d'autres personnes aussi ont suivi pour les certifs. Mais il y a eu ce flottement en disant oula c'est bizarre. Alors lui en octobre il passe sa certification, en décembre Cisco annonce qu'ils arrêtent tout. C'était un peu bizarre. Voilà. On va regarder sur quoi tu te formes la prochaine fois pour voir ce qui se passe. Ouais. Donc voilà. Donc je ferme la parenthèse de cette première question. Tu m'as posé la question sur le bug le plus compliqué. Ouais, un bug bien compliqué, ouais. Alors il y en a deux, mais pour l'instant les deux il y en a aucun qui est résolu, donc je sais pas si. Ah bon? Non, il y a pendant que je travaillais chez Canal+, effectivement, on a eu un bug récurrent qu'on n'a jamais réussi à corriger. On avait dès qu'on construisait un binaire qui était destiné au décodeur, de temps en temps, on avait un plantage et on savait pas pourquoi. Et on se rendait compte qu'il suffisait de rajouter 1, 2, 3 octets sur l'exécutable qui était généré, et des octets avec rien dedans, et on n'avait plus de problème. Donc on avait une solution de contournement, c'est avec si on avait ce bug, voilà, on rajoutait des octets, mais on n'a jamais compris pourquoi. Donc ça c'est le premier bug, on a vécu avec. Et là sur 2 tonnes, on a aussi un bug récurrent qui me rend fou. C'est qu'on a un questionnaire d'empreinte carbone qui est assez classique, hein. On a des catégories, donc transport, ensuite des questions sur l'alimentation, des questions sur le logement, et régulièrement on a des remontées d'animateurs qui nous disent un participant m'a dit que il est arrivé sur la page alimentation et le titre il y avait marqué transport. Voilà, donc il y a des questions d'alimentation, mais on n'a pas changé le titre. Alors bon, au début, on pensait que ce serait simple à gérer. On est plusieurs à avoir analysé le code, à regarder, à essayer de comprendre, à voir s'il n'y a pas des écrasements de données, des mutations de tableaux. C'est souvent le truc le plus classique, mais en fait, non, il y a bien quelque chose, mais en tout cas, on n'arrive pas à trouver. Il suffit de recharger la page web et ça corrige le problème. C'est aléatoire, quoi. On perd les réponses du début du questionnaire, donc c'est un peu frustrant pour les participants. Voilà, donc ce bug-là, il est toujours en prod. Mais on n'arrive pas à le reproduire. Bon, du coup, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui a une idée, il te contacte. Ouais, ça serait cool, ouais. Ok, écoute, très bien. J'espère que vous allez finir par le trouver. C'est toujours un peu frustrant, tu sais, pour les devs, ces trucs que t'as pas compris et que tu traînes. En fait, là, on va faire une refonte en fait du questionnaire à bientôt. Donc, on va évoluer les librairies, on va se reposer des questions. Donc, peut-être que le bug va disparaître, non pas parce qu'on l'aura corrigé, mais parce qu'on aura fait différemment. Ok, bon, je te le souhaite. C'est quoi le truc le plus what the fuck que t'aies fait avec du code? What the fuck, ok. Voilà, c'est pareil. J'ai 2 exemples. Il y en a un qui est, alors, en 90, moi, donc je suis sorti de mon école d'ingénieur et c'était l'époque où le service militaire était encore obligatoire.
Donc j'ai passé en fait, avant de rentrer dans la vie active, 1 an à faire mon service militaire. J'étais ce qu'on appelle scientifique du contingent. C'est-à-dire que j'étais en treillis dans un bureau, euh, derrière un ordinateur. Je crois que c'était pendant la deuxième guerre du Golfe, il me semble. Ok. Et bon, je faisais ce qu'on me disait de faire, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Et en fait, il se trouvait que le langage de programmation qui était utilisé par l'armée, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'était un langage de programmation qui était avec des instructions en français. J'avais jamais vu ça. Donc toutes les instructions, si, alors, enfin tous les pendant que, voilà, tout ça c'était des mots français. Donc c'était assez fou. Et ben moi je me retrouvais souvent derrière mon ordinateur sans avoir grand chose à faire. Et donc j'ai repensé à mon premier contact avec l'informatique, à cette balle qui rebondissait. Et je me suis dit, Ouais. ben, tu vas faire un jeu de casse-briques dans ce langage de programmation. Donc j'ai commencé à refaire mon petit algo là, de balle qui rebondit. J'ai rajouté la petite raquette en bas qui bouge. Et puis j'ai rajouté des niveaux, j'ai rajouté des murs, enfin comme voilà un casse-briques avec différents niveaux, des poids sur les briques, il fallait les casser, rebondir plusieurs fois Donc, dessus pour plusieurs qu'elles se fois. cassent. Ouais. Et justement, il y avait des petits trucs comme ça. Il y avait Ça en- des lifts aussi en fonction de la vitesse à laquelle on se déplaçait. Ça, voilà. Ok, oui, oui, effectivement, je vois bien, ouais. Ah Donc, oui, donc t'as poussé le truc. Tout ça en j'ai français et en treillis. voilà, en français, en tri, j'avais même le béret, attention. Ouais, Mais- c'était. Donc voilà, c'est what the fuck oui et non. Enfin, c'était assez simple, quoi. Un Bah, truc. le langage en français, quand même, il avait un nom, ce langage ou... Mais j'essaie de retrouver là pour l'émission. J'ai tapé jeu langage programmation. Ouais, J'ai pas retrouvé. Je sais même pas si c'est quelque chose qui existe encore. ouais, Mais il était utilisé dans l'armée de terre en fait en France en ok. 91. Un Je sais pas secret militaire bien gardé, quoi. Ouais, sûrement. Euh, et Et puis le deuxième, ouais. sinon ouais, il y a un truc aussi que j'ai adoré faire là. C'était quand mon fils était au collège ou au lycée, il s'est subitement intéressé à l'informatique, à Unity 3D notamment. Il a commencé à développer des, Ok. des jeux. Euh, et puis, il s'est intéressé en fait à un first person shooter, enfin un jeu en FPS. Et du coup, moi, je l'ai aidé à coder. Enfin, j'avais fait une partie serveur parce qu'il voulait jouer avec ses potes en réseau. Et donc, j'avais installé un petit ordinateur Linux à la maison et on avait codé ensemble la partie où justement il fallait transmettre, enfin, que chacun transmette sa position aux autres pour pouvoir se retrouver sur la map. Et donc, on avait fait ça avec mon fils et j'avais vraiment adoré ce moment en fait de Ouais, collaboration. Et puis lui, en fait, il était dans sa chambre, je l'entendais, puis il jouait avec ses potes sur son ordinateur. C'était vraiment génial, quoi. excellent, ouais. Ouais, ça doit être cool. En plus, c'est vrai que du coup, sur la partie réseau et tout, tu dois avoir une vraie expertise, non, avec ton expérience. C'est un truc que tu Euh, maîtrises. ouais, alors oui, c'était pas si poussé que ça en fait. Ok. J'avoue sur ce sujet-là, en fait, c'était pas si poussé. On avait vraiment retrouvé en plus, c'était au sein de Unity 3D, donc il y avait déjà des librairies qui faisaient ça. Mais c'était cool quoi d'arriver à faire bout en bout en fait ce jeu. Ok. Ok. Ouais, ça me plairait bien aussi. Ça a l'air marrant. Est-ce qu'il y a, si je te dis la meilleure chose que t'aies codée, il y a quelque chose qui te vient en tête? Alors là, je vais pas aller chercher bien loin. En fait, vraiment 2 tonnes, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer parce que je suis arrivé en fait le premier jour. C'est-à-dire que je suis arrivé, ça avait pas démarré quoi. En Hmm. janvier 2020, moi je rencontre François Logier et puis en mars, je vois une annonce en disant ouais, Data for Good, il recherche un développeur. Il se trouvait que moi, pour revenir en arrière, en fait, en 2017, moi, je suis licencié, je me donne du temps pour moi. Et je faisais plusieurs fois que j'assistais en fait à des démodés du Wagon, le Wagon qui est une école de codage. Et en fait, moi, j'ai codé 15 ans en Java, donc j'ai aucune expérience en fait dans le web. J'ai fait que du Java embarqué, on visite des librairies graphiques qu'on avait développées. Et donc, je commence à m'intéresser à cette partie-là et je vois le wagon formation en 3 mois. Bon, moi, c'était pas vraiment la cible privilégiée parce que c'est plutôt des personnes qui sont en reconversion ou qui ont vraiment envie de comprendre. Mais quand même, je m'inscris et je fais le wagon pendant 3 mois. J'ai vraiment kiffé, j'ai kiffé cette expérience.
derrière, j'ai été professeur assistant au wagon, puis après j'ai suivi une formation React. Et j'ai vraiment en fait, j'ai vraiment monté en compétence en ce moment-là sur le développement web. J'ai bossé un an après avec 2 startups pendant 8 mois en tant que développeur junior React, parce que c'est quelque chose que je connaissais pas. Et du coup, quand j'arrive en fait en début 2020 avec cette opportunité, ils recherchaient quelqu'un en fait. Pour moi, c'était pas crédible au départ que ce soit moi. Ok. Parce que j'avais l'expérience de développeur, mais voilà, je me voyais pas en fait trouver des missions comme ça de ce type-là. Et là, bon, c'était vraiment le début du projet et c'est vraiment le concours de circonstances. Du coup, moi, j'avais mon expérience React, Redux. J'ai rencontré d'autres personnes. Il y a Jimmy qui travaille avec moi aussi, qui a fait toute la partie back-end de 2 tonnes. Il y avait Auguste. On était une petite équipe et vraiment, voilà, partir de rien. Ça m'était jamais arrivé, quoi. Ouais, ok, ouais. Oui, donc là tu pars de zéro et en plus ce que tu dis c'est que c'était pas ta spécialité. C'est pour ça que tu dis que t'étais pas trop sûr que ça serait un poste pour toi. Et donc tu construis tout, t'apprends tout parce que effectivement le wagon ça te met le pied à l'étrier, mais t'es pas du tout expert sur toute la partie web. Ouais. Donc et ouais, et surtout quand j'avais fait l'atelier avec François Logier, c'était en janvier 2020. Donc à l'issue de l'atelier d'automne, le premier atelier d'automne qu'on avait fait, on est allé boire un coup et je l'entendais qu'il discutait. Il était encore sous Excel, donc il disait ouais, ce serait bien si on faisait un truc web. Alors moi, j'écoutais un petit peu, mais je me sentais pas légitime de dire ouais, moi ça m'intéresserait, pourquoi pas. ouais. Voilà. Et donc il s'est trouvé que je suis arrivé effectivement à Data for Good et j'avais ma place justement là. On cherche quelqu'un, il manque quelqu'un en dev web, ok, d'accord. Et c'est parti comme ça, quoi. Donc monter la stage, faire des choix, voilà, commencer à installer le premier Git, premier repo, faire démarrer l'appli, l'installer. Voilà, donc voilà, tout ça c'était assez. Ouais, mais t'es passé si on refait ta carrière, en fait, t'es passé quand même de grosses structures avec des grosses équipes, des assez gros projets, à tout d'un coup, en fait, un univers start-up au tout début où il y a tout à construire, en fait. Donc, effectivement, tu découvres un monde complètement différent, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression qu'à partir de 50 ans, j'ai eu une espèce de deuxième vie, en fait. T'as rajeuni d'un coup. Ah ouais, quoi. c'est ça. C'est en 2017, je me suis dit bon ben voilà, j'ai une opportunité. Je sais que j'ai plein de collègues qui ont cherché absolument un job rapidement pour pas avoir en fait à se poser de questions. Et moi, au contraire, je me suis dit oulala, j'ai prendre du temps. J'ai fait le wagon, j'ai fait une formation justement pour d'accompagnement de start-up. J'ai continué mes certifications AWS et j'ai même passé en fait une accréditation pour être. Je suis toujours d'ailleurs formateur Amazon AWS accrédité. Donc tout ça pendant j'ai eu 3 ans en fait où j'ai pu faire plein de trucs et assez variés jusqu'à en fait cette rencontre en 2020 qui m'a un peu scotché. Ouais, non, mais c'est chouette. C'est chouette en fait. J'aime bien ce truc parce que tu vois, c'est des fois une question qu'on se pose un peu en dev. Tu sais, on a toujours l'impression que en fait, qu'est-ce qu'on va faire quand on approche de la soixantaine en fait, parce qu'on se dit mais en fait, je vais pas faire toujours le même métier et tout. Alors ce que tu montres là, c'est qu'en fait, on peut se renouveler et que à partir du moment où tu as envie de faire des trucs différents, notre métier il est tellement riche que tu peux retrouver des trucs qui t'éclatent, repartir sur des trucs qui t'épanouissent, etc. C'est ça que tu as fait toi. Ouais. Ah ben c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est me dire que c'était permis en fait. C'était permis, mais c'est un concours de circonstances qui a fait aussi que je me fais licencier et donc j'ai du temps devant moi et je pense que le temps c'est super important quoi. Pouvoir se poser, se dire bon, qu'est-ce que je vais faire demain. Tiens, j'ai une formation, ouais, ça a l'air sympa. Tiens, il y a un meet-up là sur un sujet que je connais pas, je vais y aller. J'avais pas de contraintes en fait. Et du coup, j'avais du temps pour me poser, lire des bouquins, faire du TDD notamment parce que pendant les 15 premières années de ma vie, bon, je faisais du Java, j'avais un bon niveau, mais le TDD c'est venu après, c'est pareil, c'est venu pendant cette époque-là. Faire du test-driven development, c'était tout nouveau pour moi. Pareil, j'adore ça, quoi. Donc, j'ai l'impression de découvrir plein de trucs alors que.
Bah non, mais c'est trop cool. Je pense que de toute façon, notre métier est suffisamment riche pour qu'on s'ennuie pas, effectivement. Donc, mais c'est bien, je pense, effectivement, je pense que tu as eu, toi, c'est ce que tu dis, c'est le prendre le temps de se poser les questions, prendre le temps de prendre du recul, que des fois, en fait, effectivement, plus la vie avance, plus on a de contraintes, Ouais, et moins on prend le temps de faire ça, quoi. ouais, clairement. Bon, ben, excellent. Est-ce que il y a si je te parle d'un pire souvenir professionnel dans ta carrière, il y a quoi qui te vient à l'esprit? En fait, je pense que je n'ai pas tant que ça. Enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours apprécié ce que je faisais. Il y a quand même effectivement un souvenir assez douloureux du temps encore de Cisco, où souvent dans les grandes boîtes comme ça, il y a souvent des conflits entre entités, enfin de la compétition entre différentes entités. Et là, en 2015, on était parti sur un projet, on avait la responsabilité justement de la partie applicative, donc, et on avait choisi le langage Dart, qui a été Ok. poussé par Google. Pareil, pour faire des interfaces vidéo, enfin pour la télévision, on commençait à avoir des choses intéressantes. Et pareil, du jour au lendemain, réunion de crise, on nous annonce en fait qu'il y a une autre entité chez Cisco qui avait fait du lobbying et qui avait réussi à reprendre le projet en disant non, mais ce qu'ils font en France, c'est pas possible, ça marchera jamais, Ah ouais. c'est trop compliqué, voilà. Et bam, voilà, du jour au lendemain, c'était, on arrête tout. Ok. Mais c'est une histoire de guerre de chapelle, en fait, c'est ça, c'est à nous de faire. Ouais, bah, guerre de chapelle et puis convictions qui sont pas les mêmes. Nous, on partait plutôt sur des techno-web, on pensait que c'était ça qu'il fallait, mais Ah, ok, alors ok. que l'équipe en face était plutôt sur du natif, enfin sur des choses un peu plus proches. Voilà. Alors je sais pas si Ok. c'est des guerres de chapelle ou si nous on s'est un peu voilé la face en disant non, mais en tout cas Ouais. on se faisait plaisir, nous, enfin l'équipe technique. Euh, je sais pas, c'était assez bizarre. Je pense qu'il y a eu vraiment des choix politiques et des lobbying politiques en interne qui ont joué là-dessus, quoi. Ok. Donc ça fait tout drôle, quoi, de se dire bon ben voilà, quoi. Ouais, puis t'as On est à investi fond, on est à du fond. temps dedans. Ouais. Ouais. Donc ça c'est pas cool, ouais. Euh, Ouais, ok, mauvais souvenir. Pas cool, pas cool. Après, un autre sujet aussi qui est toujours compliqué, c'est le changement d'heure. Euh, Rien à sur voir. les décodeurs. Alors là, les enregistrements programmés sur les décodeurs. Voilà, pendant à chaque fois que j'avais des projets, on avait beau y penser à l'avance, on Ouais. avait toujours des soucis des remontées clients qui disaient je comprends pas, j'ai programmé mon enregistrement, il a foiré, oui, si c'est déclenché une heure en retard. Ouais, il me manque une heure du match de foot. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est pas. J'avoue que maintenant je suis vacciné avec ça là, dans le projet d'Automne, vraiment on a tout, on règle tout en heure UTC, on affiche en heure locale, mais en tout cas tout est bien enregistré dans le bon format. On n'a pas de problème. Parce qu'on a des ateliers qui se font un peu partout dans le monde et du coup, bah, c'est pareil, quoi. C'est quand tu le crées, quand tu définis l'heure de ton atelier, à quelle heure tu l'as fait et tout ça. Ouais. Oui, c'est le genre de problématique. Tu t'y frottes plusieurs fois, mais quand t'as compris les bonnes pratiques, après ça se résout bien. Mais c'est vrai que tant que t'as pas compris la bonne façon de faire, souvent tu te fais du code compliqué avec des nœuds au cerveau et ouais, t'arrives pas à le résoudre, quoi. Ok. Ouais. Ok, écoute, on approche un peu de la fin, Xavier. J'ai encore 2 questions pour toi. Est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as changé d'avis durant ta carrière? Enfin, j'imagine, mais est-ce qu'il y en a une particulièrement marquante? Ouais, bah, en fait, c'est mon rapport au développement logiciel. C'est-à-dire Ok. que en France, je trouve, ça évolue, mais en tout cas, rester développeur, c'était pas un plan de carrière. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Au bout de 15 ans, on m'a dit, ouais, t'es bon, t'as réussi des projets, maintenant tu vas être responsable d'équipe, en fait. Donc, Hmm. j'étais un manager de personnes, mais je touchais plus du tout à la tech. Et, et c'était une espèce de récompense, en fait, Hmm. qu'on me Mhm. donnait. Et après, justement, en ayant ce temps-là de 2017 à 2020 pour me poser les bonnes questions, je me suis rendu compte qu'en fait, et je pense que c'est au travers de livres que j'ai lus sur l'artisanat logiciel, en fait, sur Ok. le craftsmanship, ce terme qui est utilisé, artisanat, où pour moi c'est un terme qui est valorisant.
on s'est aperçu qu'effectivement que coder, développer, c'était un travail créatif et qui n'était pas si simple que ça, et que c'est pas parce que on avait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on pouvait pas le faire. Et je pense que Cisco aussi, la culture américaine aussi a amené pas mal dans le bon sens, parce que au niveau ressources humaines, on avait vraiment deux filières d'évolution possible, une filière managériale, une filière ils appelaient contributeur individuel, Ouais, IC, avec ouais. plein de boulot, Ok. quoi. Et ça montait jusqu'au fellow, enfin les personnes qui étaient vraiment experts, quoi. Ouais. Et j'ai réalisé qu'on pouvait effectivement faire une carrière technique sans être montré du doigt, sans dire ouh là là, il a 50 ans, il est développeur. Voilà. Et du coup, ça m'a pas mal libéré là-dessus, justement. Et voilà, j'ai vraiment dit non, mais moi c'est ce côté créatif qui m'intéresse. Ouais, ok. Non, mais ça, Pourquoi je ferais autre chose, quoi. c'est intéressant parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que, une fois de plus, les Américains sont en avance sur nous là-dessus. Ils ont ces filières-là. Ça arrive, tu vois, en France, on le voit arriver, on voit des articles là-dessus. Enfin, je dis ça, ça fait plusieurs années déjà, hein. Mais je pense que c'est pas encore complètement ancré culturellement. Et donc, tu as encore plein de boîtes où tu passes de développeur à manager et tu reviens jamais contributeur individuel. Et effectivement, je pense qu'il y a plein de gens qui ont un certain mal-être en fait parce que ils vont poursuivre cette filière managériale parce que c'est l'évolution normale, alors que ce qui les éclate, c'est de coder, quoi. Donc, ouais, c'est souvent les équipes qui en pâtissent aussi, parce qu'un mauvais manager, c'est pas cool, quoi. Non, c'est clair. Non, mais c'est clair. En plus, c'est quelqu'un et puis surtout, qui va du coup avoir envie de coder, donc il va faire du micromanagement parce qu'il va recoder à ta place, parce qu'il veut faire ce boulot plutôt d'expert technique plutôt que de manager. Enfin, bref, ça met tout à l'envers, quoi. Et moi, quand j'étais product owner, je demandais aux développeurs, mais j'aimerais bien faire des pull requests, enfin faire des revues. Wow, ils me regardaient en disant, mais qu'est-ce que t'es PO, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr, pas ton mais truc. c'est Et clair. donc il y avait même une méfiance. J'étais là, non, mais ça m'intéresse, quoi. C'est pas, je veux pas vous surveiller, mais du coup, bon, mais c'est bon, quoi. Ouais, non, mais je vois bien. Non, et puis en plus, tu sais, le PO, effectivement, c'est toujours le PO qui sait coder, c'est bien parce qu'il te comprend, mais d'un autre côté, des fois, il te dit des trucs sur les solutions techniques et tu fais non, mais attends, c'est nous les techs, c'est pas toi, t'es le PO, tu. Non, mais ouais, ok. Ok, dernière question, Xavier, est-ce que t'as une passion du coup à part le code? Alors, oui, j'ai une passion, mais maintenant je vois le lien en fait avec le code. C'est ce côté créatif, c'est-à-dire que j'adore le bricolage. En fait, moi j'ai commencé mes études en faisant de l'électronique. Ok. C'était à l'époque aussi où Canal+ commençait, donc les décodeurs, c'était intéressant à l'époque à essayer de voir comment ça marchait. Et donc c'est pour ça que t'es allé chez Canal après. J'ai travaillé après chez Canal. Ouais. Tu savais déjà comment ça marchait leur décodeur. Je savais comment ça marchait, comment ça se soudait. C'était assez intéressant. Oui, donc ce côté, j'ai toujours en fait un fer à souder pas loin, même au boulot, c'est marrant. Là, il y a une trousse à outils que j'ai laissée en fait dans les bureaux de Tonne. Il y a toujours un truc à faire, quoi. Donc une étagère à fixer. Et moi, je kiffe ça, quoi. Je regarde ça, je dis mais il y en a pour 2 minutes à faire, quoi. On me dit mais non, il y a quelqu'un qui va venir, il vient dans 10 jours. Je suis là. Je m'en occupe. Donc je m'en occupe. Et donc des bricolages et anecdote aussi, quand le premier truc que je me rappelle avoir vraiment construit de toutes pièces, c'est que j'étais allé en fait en Allemagne en échange au collège, et on était allé dans une boîte en après-midi. Déjà, c'était des boîtes qui étaient ouvertes en journée là-bas, et j'étais fasciné parce qu'il y avait un appareil qui faisait des bulles de savon dans la boîte de nuit. Dans un coin, là, je voyais le truc, là, ça soufflait, ça faisait des bulles, c'est génial. Et quand je suis revenu à Carcassonne, là, chez mes parents, mes parents m'ont autorisé à organiser une boom en plein après-midi, mais je me suis dit, mais il me faut tout l'équipement, là, il me faut un appareil à bulles de savon, quoi. Donc comment je pourrais faire ça? Alors j'ai commencé à chercher dans la maison, je suis allé voir au garage, il y a une rôtissoire, alors j'ai démonté le moteur de la broche pour faire tourner le mécanisme. J'ai pris le sèche-cheveux de ma mère aussi pour faire souffler, une aiguille à tricoter. Enfin bon, j'ai mis en place tout un mécanisme avec un produit qui faisait des bulles, là, c'était du myrrhe, un truc bien concentré. Génial. Et donc j'ai mis ça pendant la boom. Du coup, ça marchait bien, sauf que le produit que j'avais utilisé, c'était hyper glissant. Donc toutes les bulles, quand elles s'éclataient par terre, là, c'était ah ouais, c'est devenu une boom patinoire. Ouais, au bout d'une heure, c'était l'enfer.
On pouvait plus danser, tout le monde se cassait la figure. Excellent. Mais c'était une expérience intéressante. Ouais, depuis, ça m'a pas quitté. Je suis toujours en train de réparer. J'ai réparé mon Bose. En fait, moi, j'avais un écouteur qui était mort, donc Ouais. j'ai tout démonté. Pareil, j'ai ressoudé, j'ai changé le haut-parleur. Voilà, Eh ben c'est pas mal, ça boucle un peu la boucle avec ce que tu fais pour 2 tonnes et réutiliser les choses, réparer plutôt que de racheter et tout. Ouais. Ouais, ok, c'est marrant. Tu boucles la boucle comme ça, trop bien. Ok, eh ben merci beaucoup Xavier, on arrive au bout. C'était très riche. C'était très cool de parler de 2 tonnes aussi, ça me fait plaisir. Est-ce que je peux te laisser un petit mot de la fin? Ouais, volontiers, ouais. Déjà, merci pour cet entretien. C'est la première fois que je suis interviewé. Depuis que je suis dans l'informatique, donc c'était cool de parler de tout ça. Ça m'a permis aussi de me remémorer pas mal de souvenirs de jeunesse, on va dire. 2 trucs à dire, c'est que aujourd'hui, il y a des climato-sceptiques, mais l'être humain est responsable à 100%, on va dire à 99% du réchauffement climatique. On a beau le tourner dans tous les sens, c'est une réalité. Donc voilà, on en est responsable. Mais en fait, on peut faire une transition écologique. En fait, on peut y arriver. On peut faire quelque chose qui soit, on va dire, heureux dans le sens où on n'est pas, il n'y a pas que des contraintes. On peut arriver effectivement à limiter ce réchauffement climatique. On le prouve en fait dans les ateliers d'automne. Donc c'est un peu de l'auto-pub, mais j'en suis persuadé. C'est-à-dire que quand on parle d'écologie ou d'écolo, on parle toujours de personnes un peu chiantes, quoi. Qui sont toujours un peu rébarbatives. Nous, on pense vraiment que voilà, on peut faire quelque chose dans cette transition et que c'est pas voilà, c'est pas revenir à l'âge de pierre, quoi. C'est pas utopie, c'est pas retourner à l'âge de pierre, ni à l'époque des Amish, c'est possible. Ce qu'on dit nous, c'est possible, c'est souhaitable, et c'est voilà, il faut le faire, et on peut le faire dans de bonnes conditions. Donc voilà, c'est le message que je voulais faire passer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à des ateliers d'automne. Vous allez sur le site d'automne.org et vous avez toutes les infos qu'il faut pour faire des ateliers grand public qui sont gratuits. Des ateliers dans les entreprises, dans les écoles, dans les collectivités. En fait, on adresse vraiment tous les types en fait d'ateliers. Ok. Bon, trop bien. Écoute, merci beaucoup Xavier encore pour ton temps. C'était très chouette d'échanger. Et puis, je te dis à bientôt. Merci à toi. Salut Xavier. Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit ACASI.io. Et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.